Konnichiwa minasan o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la poésie japonaise. Alors oui, je l'ai déjà faite, mais je me suis rendu compte de quelques erreurs dans la vidéo précédente, du coup je préfère la refaire. Bref, avant d'en dire plus, intro. Introduit en France au début du XXe siècle, le haïku est né sans toutefois en porter le nom, probablement au premier millénaire en Chine. Les premiers recueils japonais de poésie dateraient donc du début du 8e siècle et seraient plus précisément des chants d'amour ou de guerre à cette époque-là. Ce ne serait qu'au début du 9e siècle que la poésie se transformera sous la forme du waka, la poésie dite japonaise tout simplement. Ainsi créera-t-on au Japon un jeu très populaire nommé le Uta Awase ou encore Utagaruta. Celui-ci utilisera des poèmes choisis et non pris au hasard. Ceux-ci forment la matière d'un très vieux recueil d'ailleurs, le Hyakunin Isshu, ou 100 poèmes par 100 poètes, constitué au XIIIe siècle par Fujiwara no Sadaie, un poète scribe érudit, qui aura donc attiré l'attention avec son recueil de waka, de poésie japonaise. Dès le Xe siècle, il existait d'ailleurs à la cour impériale un département des affaires poétiques. Cet organisme avait pour mission d'assurer la publication d'anthologies, comme le Manyoshu, ou livre des 10 000 feuilles, au IXe siècle, le Kokinshu, ou recueil des poèmes anciens et modernes, au Xe siècle, et le Shinkokinshu, ou nouveau recueil des poèmes anciens et modernes, en 1205. Cette façon de concevoir la poésie doit beaucoup à l'idéal bouddhique, et celui du zen en particulier. On sait que le zen enseigne à saisir l'instant présent, fugitif, dans une prise de conscience totale. Dans le waka, on retrouve donc les trois plus belles choses qu'ait pu voir naître la poésie japonaise, la beauté, la pureté et la lumière. Elles sont évoquées par les trois plus belles choses qu'un japonais puisse découvrir dans la nature, c'est-à-dire les fleurs, la neige et la lune, qu'on peut donc retrouver dans les waka. Cependant, on ne peut pas tout exprimer de l'art si profond des poètes japonais, c'est certain, étant une chose au-delà des mots. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer la structure de la poésie japonaise. Techniquement, le waka peut se décliner en plusieurs formes possibles. Il peut être en tanka, littéralement poème court, lui-même composé du tercé qui est le haïku et d'un distique nommé waki, littéralement dessous de bras. Mais le waka, c'est aussi le renga, ou haikai no renga, ou encore renku, littéralement les vers ou poèmes enchaînés. Mais commençons par le haïku. Celui-ci est composé de la nature et du cycle des saisons, de ce qui nous entoure ou de ce que nous ressentons. En somme, c'est l'essentiel en quelques mots. Contraction des mots haikai, qui signifie amusement, et hoku, signifiant court, la première caractéristique du haïku est donc sa brièveté. Traditionnellement, il est un tercé composé de 17 syllabes, réparties sur 3 lignes de 5, 7, 5 syllabes chacune. Il n'est pas composé de rimes, bien qu'accidentellement, elles peuvent se faire et diffèrent des autres textes brefs, proverbes, maximes, sentences ou aphorismes, par le fait qu'il n'est pas bâti sur une idée générale, philosophique, religieuse, morale, poétique, etc., etc. La contrainte du minimalisme force à apprendre à évoquer l'essentiel en peu de mots, à se questionner constamment sur la justesse des mots employés et sur leur pouvoir d'évocation. D'une façon générale, les haïkus évoquent une des 4 saisons, parfois d'une façon plutôt globale, ou parfois en mettant en avant un élément spécifique, comme le kigo, littéralement mot de saison. Il est donc également en général le fruit d'un des 5 sens, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat ou alors la vue. Ainsi, il fait appel à un sens pour percevoir le réel et non l'intellect. La métaphore et la personnification devraient être absentes du haïku. Écrit de manière très simple mais précise, subtile et dense, le haïku cherche parfois à faire sourire. Sans être à proprement parler une blague, il met en scène un fait cocasse ou rigolo. En effet, il aurait été créé pour se moquer de la poésie chinoise à la mode à l'époque. La musicalité ou sonorité du haïku se doit de renforcer sa signification, un travail effectivement subtil pour le poète qui ne doit pas paraître forcé pour le lecteur. Voilà un haïku de Kobayashi Issa comme exemple. Le papillon bat des ailes comme s'il désespérait de ce monde. Chō tobuya kono yo ni nozomu nai yo ni. Ici, le papillon est le mot saison permettant de placer le poème au moment du printemps. L'assonance avec les nombreuses syllabes en Y permettent d'ailleurs de se rendre compte du battement des ailes du papillon dans les airs. Battement qui pourrait sembler désespéré d'ailleurs.
Pour le petit conseil, en cas de panne d'inspiration ou simplement pour stimuler l'imagination, vous pouvez choisir au hasard 2 mots qui semblent éloignés l'un de l'autre, mais qu'une perspicace observation de la vie quotidienne unira dans un tercé. Le waki, quant à lui, rajoute une seconde partie au haïku, comme un écho lyrique. Il est à la fois la prise de conscience de ce qui est autour et l'expression de cette conscience. Il est donc traditionnellement constitué de 14 syllabes regroupées en 2 vers, un distique de 7 et 7 syllabes, qui en fait la deuxième partie du tanka, venant comme une réponse ou une relance à la première au haïku. Une de ses caractéristiques est qu'il obéissait à l'élégance et au raffinement de la cour impériale. D'une manière concise et délicate, il exprimait les sentiments nobles comme l'amour, la vie, la nature ou alors tout simplement la beauté. Le tanka ou alors waka, ensemble du haïku et du waki, est une très vieille forme poétique et on en retrouve déjà quelques milliers dans le Manyoshu, la plus ancienne anthologie poétique japonaise, compilée vers 760 par le poète Otomo no Yakamochi, une œuvre immense qui comprend 4516 poèmes écrits par plus de 550 poètes différents. En ce qui concerne le renga, il est apparu au XVe siècle et se décrivait comme la mode de l'enchaînement des poèmes. Ainsi, un poète déclamait un haïku, donc de 5, 7, 5 syllabes, et un autre poète présent dans la salle devait répondre en un waki, donc 7 et 7 syllabes. Puis encore un autre, ou alors le premier poète, devait y répondre à nouveau avec un haïku, etc., etc. Sokan et Moritake, poètes japonais de l'époque, après avoir compris et expérimenté le renga, ont d'ailleurs chacun à leur façon affirmé l'autonomie du seul tercé en le transformant en un amusement, le fameux haikai hokku, qui sera contracté par le mot haïku en suivant. Et oui, avant le XVe siècle, le haïku n'était qu'une partie sans nom du waka de l'époque. Bref. Au début du XXe siècle, le poète Shiki redonnera même vie à cette forme moribonde et en 1987, Machitawara modernisera cette forme dans son recueil Sarada Kinenbi, l'anniversaire de la salade. Mais voici un exemple de waka avec celui du célèbre poète Arihara no Narihira, écrit au IXe siècle. Même au temps des dieux impétueux, personne n'a ouï dire des eaux de la Tatsutagawa, ni qu'elles soient à ce point teintées d'un rouge écarlate. Chihayaburu kamiyo mo kikazu tatsutagawa, karakurenai ni mitsukuru to wa. Ici, même au temps des dieux impétueux, personne n'a ouï dire des eaux de la Tatsutagawa, et le haïku de 5, 7, 5 syllabes, du moins en japonais, et ni qu'elle soit à ce point teintée d'un rouge écarlate, et le waki de 7, 7 syllabes. Ensemble, ils forment donc le tanka ou poème court. Bon, nous avons parlé de Masaoka Shiki, Moritake, Sokan, Otomo no Yakamochi ou même de Arihara no Narihira dont on vient de parler, des précurseurs de la poésie japonaise devant les balbutiements du haïku. Mais 2 poètes auront vraiment façonné cette forme de poème court typiquement japonais, et je suis sûr d'ailleurs que vous les connaissez, ce sont Matsuo Basho et Kobayashi Issa. Vous avez dû sûrement entendre le célèbre haïku de Basho avec la grenouille. Bruit de l'eau, une grenouille plonge dans le vieil étang. Furui keya kawazu tobikomu mizu no oto. Cela dit, enchaînons, pour faire un petit jeu de mots, sur les mots césure. Un mot césure, ou kireji en japonais, est une particule ou un très court mot qui s'insère à la fin du premier ou du second vers d'un haïku ou à la fin du premier vers d'un waki, pour exprimer une certaine pause qu'on veut apporter dans la lecture du poème pour mieux apprécier la nuance qu'il indique. Celui que vous avez le plus entendu dans cet épisode est ya. Souvent, il est traduit par un tiret qui indique que le dernier vers doit se lire après une courte pause. D'ailleurs, le haïku de Matsuo Basho est surtout généralement traduit ainsi. Un vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau. Ici, le tiret n'est pas mis au bon endroit. Probablement parce que la traduction est assez ancienne et qu'un occidental, surtout à l'époque où on découvrait cette forme de poésie, était très difficile à comprendre et à retranscrire. Aujourd'hui, on devrait plutôt le traduire par « bruit de l'eau, une grenouille plonge, le vieil étang ». Même si les 2 vers de 5 syllabes sont juste interchangés, il y a plus de cohérence dans la lecture, mais aussi dans la traduction, le tiret étant au bon endroit cette fois-ci par rapport à la particule « ya ». Bref, la traduction d'un haïku est assez technique et l'écriture en est évidemment de même. Il existe cependant aujourd'hui des formes beaucoup plus libres et moins strictes pour que tout un chacun puisse écrire des poèmes courts de style japonais, surtout pour les débutants en la matière. Aussi, puisqu'il est court, les poètes d'antan auront vite fait de raccourcir certaines formes grammaticales pour pouvoir dire plus de choses et rendre l'image d'une action ou d'un ressenti bien plus clairement.
Conclusion, un poème japonais se doit d'être avant tout humoristique pour critiquer des scènes grâce à seulement une courte phrase dont chaque mot est bien pensé et bien pesé. Il comprend beaucoup de règles qui peuvent parfois être strictes, notamment le nombre de syllabes pour la musicalité et l'utilisation d'un mot saison pour classer le dit poème dans le temps selon les 4 saisons. Bien sûr, certaines règles peuvent ne pas s'appliquer dans les autres langues occidentales qui n'ont pas de syllabaire mais un alphabet. Par exemple, en français, il est beaucoup trop difficile de reprendre la règle du 5 ou 7 5 syllabes car nous n'avons pas vraiment de syllabes fixes ni de vocabulaire à syllabes fixes. Ainsi, le waka et le renga restent des arts, en tout cas typiquement japonais, que nous ne pouvons, à mon humble avis, qu'apprécier en japonais. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!